Mon histoire commence par une froide soirée d'automne 2020. Dehors, la tempête se... Mais t'es pas sérieuse? Tu vas faire ça à chaque fois? Non. Bienvenue à Bly Manor. Nous sommes en 2007, dans un château en Californie du Nord, la veille d'un mariage. Une femme raconte à cette occasion, au coin du feu, une histoire de fantôme. Bon, avouons-le, c'est une excellente idée de le faire à ce moment-là. C'est surfait de parler d'amour à un mariage. Parlons de fantômes. Mais attention, elle va pas nous raconter son histoire. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est nous parler de Dani Clayton. Jeune américaine, intelligente, drôle, séduisante, charismatique, avec un sourire de rêve, une chevelure à faire pâlir Julia Roberts dans Pretty Woman. On peut recentrer le débat Oui, pardon. Désolée, je me suis laissée emporter par la foule. Bon, Dani Clayton est une jeune américaine embauchée comme jeune fille au pair par Lord Henry Ringgrave pour s'occuper de son jeune neveu Miles et de sa nièce Flora, orphelin depuis peu. Ça commence bien. La narratrice, qui vraiment sait mettre une ambiance de ouf dans un mariage, va nous raconter dans les moindres détails la vie à Bly Manor. Mais avant d'aller dans l'analyse à proprement parler, j'aimerais revenir sur certains points qui me semblent essentiels. Et pour commencer, parlons réception du public. À mon plus grand regret, les avis sont moins unanimes sur cette nouvelle saison de The Haunting. Beaucoup l'ont adoré comme moi, mais certains sont déçus par ce nouvel opus. C'est donc ce que nous allons essayer de comprendre dans un premier temps. Hill House et Bly Manor, qu'est-ce qui change? La démarche de Mike Flanagan. La série The Haunting fonctionne de la même manière si on veut bien que American Horror Story. J'entends par là que chaque saison est à prendre à part entière et répond à une seule et même histoire. Mike Flanagan veut donc exploiter le thème de la maison hantée en s'appuyant sur des chefs-d'œuvre de la littérature horrifique et fantastique. Et jusqu'à présent, ce qui nous est proposé est complètement raccord avec ça. Après avoir adapté l'univers sombre de Shirley Jackson, Mike Flanagan s'attaque à un univers complètement différent, celui de Henry James avec le Tour d'écrou. Donc, si on ne nous a pas menti sur la marchandise, pourquoi autant de personnes se sont senties flouées? L'un des grands problèmes apparemment, c'est que les épisodes ne sont pas tous réalisés par Mike Flanagan et que ça se sent. Perso, je l'ai tellement bien senti que si je l'avais pas lu sur internet, je m'en serais jamais rendu compte. Alors oui, c'est vrai, Mikey, comme j'aime l'appeler, ne tient la caméra que pour le premier épisode de Bly Manor. Mais il reste le créateur du programme. Et surtout, il supervisait absolument toute la production. Donc cet argument, naze. Et d'une certaine mauvaise foi. Désolé. Mais si ça vient pas de là, ça vient d'où? Je pense que le problème vient essentiellement de l'attente des spectateurs, qui s'attendaient à revoir un copier-coller de Hill House, simplement transposé dans un nouveau lieu. Mais le réalisateur a fait le choix de ne pas tomber dans la facilité et de nous proposer quelque chose de différent. Et encore une fois, c'est brillant. Alors c'est un problème qu'on retrouve aussi au cinéma. J'en veux pour preuve les remakes et les suites qui sortent à l'appel tous les ans. On aime tout ça, mais il faut avouer qu'un peu d'originalité, ça fait pas de mal non plus. C'est ce qu'on avait aimé justement avec Hill House et que personnellement j'ai adoré avec Bly Manor. Alors la confusion peut aussi venir du fait que beaucoup d'éléments du succès de Hill House se retrouvent dans la saison 2, mais ils sont exploités complètement différemment. Les ressemblances entre les saisons. Alors, ce que je veux dire va sembler contradictoire, surtout quand on regarde le titre de cette partie, mais je crois que c'est une erreur de chercher les points communs entre les deux saisons. Pourquoi tu le fais alors? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des similarités entre Hill House et Bly Manor. Et c'est justement ce qu'on va essayer de démêler là maintenant. Habile. Merci. Mais putain, encore une fois, la richesse de l'histoire est incroyable. Et vraiment, pour une production d'horreur, ça reste rare. J'ai dit rare, pas unique. Tu te calmes. D'ailleurs, c'est aussi une adaptation littéraire. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Après, j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma première vidéo, les deux se démarquant à leur manière. Hill House par son histoire alambiquée et Bly Manor par son extraordinaire efficacité. Donc, pour résumer, les deux saisons sont des bijoux scénaristiques. Ok,
Mais tu peux pas nier que Bly Manor est vachement plus lent. Dis donc, tu te rappelles mal de Hill House alors, hein. La lenteur était justement un des points forts de la saison 1, ça lui permettait justement de bien nous écraser comme il faut. Rappelle-toi l'épisode 6 de la saison 1. Si tu veux instaurer un rythme rapide, tu évites de faire des plans séquences. Pour Bly Manor, la lenteur a un autre sens, elle est au service de l'histoire et non de l'horreur. Elle permet de nous installer confortablement, elle nous enveloppe et nous emporte avec elle dans la vie des personnages. Dès les premières minutes du premier épisode, on sent qu'il y a un truc qui les menace, genre une bonne grosse épée de Damoclès sur leur gueule, sans réussir à dire précisément quoi avant l'épisode 9. C'est-à-dire le dernier de la saison. C'est brillant, tout s'installant délicieusement et implacablement. Et tout ça, ça aurait été impossible avec un rythme rapide. On retrouve aussi le mélange des styles qui est toujours aussi efficace et parfaitement dosé. Pour Hill House, c'est le drame qui joue pour l'horreur. Et bien que ce soit un peu plus compliqué pour Bly Manor, ça marche tout aussi bien. La romance accentue le drame renforce l'horreur, et l'horreur rend l'histoire d'amour immortelle. Et puis bien sûr, on a les points communs artistiques. Le plus évident étant le casting excellent dans la saison 1 et qui revient en force et en grande partie dans la saison 2. La musique, encore une fois, est composée par The Newton Brothers, avec un thème archi proche entre les deux saisons, à tel point d'ailleurs que j'ai cru que c'était le même. Mais non. Il y a peut-être un petit parallèle à faire entre les deux saisons d'ailleurs, non ? Parfaitement. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Et bien sûr, on retrouve les Hidden Ghosts. D'ailleurs, ils sont encore moins cachés que dans Hill House et pourtant on les voit encore moins. Putain, vous trouvez qu'il est caché lui ? Mais histoire de s'amuser un peu et de pousser un peu le vice, regardons les références de Bly Manor à sa grande sœur. Les Easter eggs. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de faire ça. Bon, après elle a fait ça, donc j'ai fait ça. Non mais attends, recentrons. Qui montre ses dents comme ça ? Mais le pire, c'est que j'ai pas tout de suite compris pourquoi ce plan m'avait dérangé. Surtout qu'on est dans un moment léger, j'aurais pas dû ressentir ça. Puis, au bout de quelques minutes de réflexion, oh putain de merde, la lumière fut. Je l'avais déjà vu faire cette gueule. Vous voyez pas de quoi je parle ? Mais si, souvenez-vous. Et puis il y a Eddie, vous savez le fantôme avec les yeux brillants, le fantôme de Danny quoi, qui n'est pas sans rappeler une certaine mère morte dans Hill House. D'ailleurs, Luke protège les yeux des phares d'une voiture. Ou celui-ci. Bel indice là aussi. Les easter eggs dans les dialogues sont les plus nombreux. Genre celui-ci. I can fix it. I can fix it. I can fix it. Yeah. I can fix this. I can fix it. Et je les ai pas tous vus. Sachez-le. Et on a droit aussi au même accueil chaleureux. You're expected. Ça donne envie, non ? Non ? Y'a que moi ? Pourtant, il t'invite pas n'importe où. Il t'invite dans... It's a forever house. That's right. The forever is. Enfin, peu importe la maison éternelle que vous choisissez, vous aurez droit au même magnifique poignet de porte en tête de lion. Sinon, dans le genre référence qui te mettent bien à l'aise, on peut avoir aussi celui-ci. I was here. This whole time. Honey, you're freezing. I was right here and I was screaming and shouting and none of you could see me. I was right here the whole time. None of you could see me. Nobody could see me. Et mon préféré, la référence à la dame coup tordue. D'ailleurs, pour celui-là, on a droit à une double référence dans Bly Manor. Tout d'abord visuelle et auditive. Ce petit moment où elles comprennent ce qui leur arrive. Un vrai bonheur. Mais c'est pas le seul point commun entre Nell et Anna. Regardez. There's so much I want to say to you all. When he checks the well, please tell Owen I'm sorry. Tell him I love him. I loved you completely. And you loved me the same. And the rest, well, it's just... Confetti. D'ailleurs, Dani n'est pas la seule à faire à dada sur sa chère et tendre moitié. Olivia avait fait la même chose à Hugues, et toutes les deux se sont réveillées avant de les tuer. Alors oui, il y a des ressemblances entre Hill House et Bly Manor, mais quoi de plus normal quand on y réfléchit ? C'est créé par la même personne. Donc c'est complètement normal qu'on retrouve son univers, sa patte et ce qu'il aime.
Et pourtant, on a quand même, malgré tout, deux œuvres complètement différentes à l'arrivée. Qu'est-ce qui diffère du coup? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bly Manor cherche à nous faire peur? Alors? Non. Enfin, pas vraiment. Bly Manor cherche surtout à nous faire réfléchir. Et pas à des trucs cool, non, mais à des trucs bien prises de tête. Genre, réaliser que l'horreur peut se cacher n'importe où et surtout en nous. Cool, non? Moi, j'adore. Après, quand je dis que rien n'est fait pour nous faire peur, c'est pas vrai. On regarde quand même une histoire de fantôme assez glauque. D'ailleurs, en parlant d'eux... Waouh, c'est une transition de ouf! Je sais. Dans Hill House, les fantômes sont de vrais fantômes, malsains et manipulateurs. Ils ressemblent à tout ce qu'on pourrait imaginer de pire, réel et dangereux. Dans Bly Manor, les fantômes ont une toute autre symbolique. Pour cette nouvelle saison, Mike Flanagan voulait se concentrer sur, je cite, « le traumatisme émotionnel et les blessures que les gens ont tendance à porter les hantent généralement plus que les fantômes réels. » Si la famille. Hein? En gros, il dit ça. A ghost can be a lot of things. A memory, a daydream, a secret, grief, anger, guilt. Most times a ghost is a wish. Reflet. Reflet? Attends, rappelle-moi où on voit quasiment tout le temps le fantôme de Danny, s'il te plaît? Dans un miroir? Ah! Oui, c'est ça. Un miroir. Un reflet, donc. D'elle-même et de sa culpabilité. Souvenez-vous, Danny a rompu ses fiançailles avec Eddie, son amie d'enfance, car elle supportait plus le rôle qu'elle s'efforçait d'adopter, à savoir celui de feindre un amour, pour lui un amour romantique j'entends, et décide, dans le même temps, d'assumer sa véritable sexualité. Le problème, c'est que Eddie prend assez mal, pour pas dire très mal, cet aveu, et fuit précipitamment de la voiture, où il se fait gentiment percuter par un bus. Un bus! Rien que ça! Le mec, on voulait être sûr de pas le louper, il fallait qu'il crève. Ouais, je crois qu'on peut dire que vraiment c'était la meilleure journée de sa vie, hein. Chance du coup que ce soit la dernière. Mais Danny se sent évidemment responsable de sa mort. La culpabilité se manifestant dès l'annonce de son décès, dans un miroir. Les miroirs peuvent avoir plusieurs symboliques, comme celle de la vérité projetant la réalité telle qu'elle est, ou encore, et c'est celle qui nous intéresse là maintenant, la connaissance de soi. Le miroir nous met face à nous-mêmes, et pour le cas de Danny, le miroir projette l'image de sa culpabilité. Et évidemment, ça empire quand elle arrive à Bly Manor, quand elle rencontre Jamie et qu'elle en tombe amoureuse. D'ailleurs, les moments où Danny voit le mieux Eddie, à part pour nous présenter le personnage ou dans un moment de stress intense, c'est quand elle pense à Jamie après que celle-ci l'ait rassurée, ou lorsqu'elle comprend son attirance, ou encore lorsqu'elle se cherche. Notons juste que la punition est encore plus violente quand elle commence à assumer véritablement ses sentiments. Par exemple, quand elle tente une première approche, et bien évidemment, lorsqu'elle s'autorise enfin à vivre son amour, puisque c'est dans ces cas-là où elle voit son fantôme sans miroir. Et tout ça jusqu'au moment où Danny, aidé par Jamie, décide de vivre sa vie en se libérant de son passé. Et c'est pareil pour Henry, qui est hanté par son alter ego diabolique. Il le tourmente nuit après nuit car lui aussi aime la mauvaise personne et se sent lui aussi responsable de sa mort. Donc si on regarde bien, les fantômes dans Bly Manor sont précisément ce que décrivait Steve dans Hill House. Des expressions de nos regrets les plus profonds. Alors, il y a Viola aussi, mais soyons honnêtes, elle est quasiment invisible avant la fin. Mais du coup, si on cherche pas à nous faire peur, et que l'histoire est plus simple dans Bly Manor, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette saison? Analyse de Bly Manor. Une histoire simple et efficace. Bon alors après tout est relatif, Quand je dis simple, c'est simplement en comparaison avec Hill House qui pour le coup était méchamment tordu. Car si on prend juste ne serait-ce que le premier épisode de Bly Manor, on ressort quand même avec son joli petit lot de questions dans la tête. Du genre... Pourquoi l'oncle est si distant avec sa famille et qui vient jamais au manoir? Qui est cet homme que Danny aperçoit sur le parapet et qui met les autres si mal à l'aise quand elle leur demande? Qu'est-ce qui déconne avec Anna? Pourquoi ces gosses sont si flippants? Et c'est quoi cette ombre aux yeux lumineux qui poursuit et effraie Danny? Bon,
Même si là je vous ai déjà répondu, quand vous lancez la série, vous en savez rien. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est comment Bly Manor va répondre à ces questions, car c'est là où Hill House et Bly Manor divergent. La saison 1 répond à tous les codes d'histoire horrifique au sens classique du terme. Mais est-ce le cas ici? Bah non, évidemment, sinon tu poserais pas la question. Certes. Mais qu'est-ce que je sous-entends par là? Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on suivait une histoire hyper logique au fil conducteur, limpide et efficace. On a une narratrice qui n'a absolument rien à voir là-dedans, ok? Mais avez-vous déjà fait attention à comment elle nomme ses personnages? Mis à part les enfants, les autres personnages ne sont pas nommés par leur prénom, mais par leur titre. Danny est la jeune fille au père, Jamie la jardinière, Anna la gouvernante et Owen est le cuisinier. Alors juste à noter, c'est tellement mais tellement trop con que la traduction française nous prenne pour des gros teubés et qu'ils se sentent obligés de retranscrire les prénoms des personnages. Ça enlève tout le charme et de la pertinence au truc du coup. Mais ça vous rappelle rien, vous, cette manière de nommer les gens? Et si je vous parle de vieillards, de princesses, de sorcières, de princes même? Et si je rajoute prince charmant? Vous l'aurez compris, Bly Manor est un conte horrifique, livré avec tous ses accessoires, à savoir sa simplicité pour être comprise même par les plus jeunes, sa philosophie et sa morale. Dans le conte, il y a indéniablement une notion liée à l'enfance. C'est une histoire qui vise à édifier et à distraire son auditoire et qui porte en elle une grande charge émotionnelle. L'enfant qui écoute ça gagnera dans le même coup un enseignement, mais surtout le flip de sa vie, du genre... Si tu fais ça, tu meurs. Et dans d'atroces souffrances. Bonne nuit. Et c'est exactement le cas ici, regardez. But, when the time does come, years and years from now, mind you, will be hard every day and it won't get easier. Bah si avec ça elle est pas rassurée, je sais pas ce qu'il lui faut, hein. Et si malgré tout ça vous n'êtes pas convaincu, parlons un peu plus de la narratrice. Qui est la narratrice? On avait aussi une voix off dans la saison 1, celle de Steve, mais elle était justifiée par l'écriture de son bouquin, comme un peu le reflet de ses réflexions. Ici, on a droit à une vraie narratrice. Bon après, faut avouer que c'est tellement simple de l'oublier, tellement sa première intervention peut paraître anecdotique, surtout qu'on ne la reverra pas avant le tout dernier épisode. Seule sa voix, qu'on entendra régulièrement dans les épisodes, sera une piqûre de rappel. Comme toute narratrice qui se respecte, elle est omniprésente. D'ailleurs, est-ce qu'elle sait vraiment tout? Eh ben non, justement. Et la mise en scène s'amuse à plusieurs reprises à nous montrer sa subjectivité, comme ici par exemple. The others in the room just assumed they'd already met. On voit bien que les autres sont absolument pas dupes, contrairement à ce qu'elles pensent. Mais si son point de vue est biaisé, est-ce que ça veut pas dire qu'elle fait partie intégrante de l'histoire? Oui, c'est ça. Oui, Ah je bah sais si, que c'est bah, ça. bah oui. Non mais sinon je ne dirais pas. Ah bah oui. Oui. C'est pour moi c'est évident qu'il fait partie de l'histoire. Voilà. Donc si, hein, et ce n'est autre que Jamie, la jardinière badass, ce que nous confirmera le morphing à la sauce cold case de la fin. Enfin, même si on peut le deviner bien avant. Lorsqu'on revient dans le présent, on entend la narratrice qui bâcle presque sa fin, comme si elle était pas sûre d'elle ou comme si elle l'inventait. Et c'est d'autant plus bizarre vu le temps qu'elle prend pour raconter le reste. Et la compréhension commence à se faire doucement lorsque la narratrice s'amuse de cette question. My God. So is it true? Which part? Mais alors du coup, pourquoi elle fait ça? Quel est son but? Pour moi, il y a plusieurs explications. Celle qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est évidemment rendre hommage à la femme qu'elle aime sans le faire pour autant frontalement. Et on peut même dire qu'elle fait tout pour ne pas être calée, en prenant soin de cacher les noms ou de les changer par exemple. La forme du conte en ce sens est tout sauf anodine car dans l'inconscient collectif, elle est délibérément fictive. Et ça lui permet de renforcer son éloignement. La deuxième raison qu'on puisse trouver à la narratrice, c'est le désir de rendre leur passé aux enfants oublieux sans pour autant le faire, là aussi, de manière directe. Et ça, on peut quand même plus ou moins le prouver grâce aux tout petits indices qu'elle laisse un peu partout. Et c'est ça qui fait tiquer Flora à la fin.
funny. I thought you might be making it up just off that name. That name? But then I figured, how could you know that? It's a funny coincidence, I suppose. My middle name is Flora. Is that right? Mais pour moi, il y a une autre raison, et cette autre raison, c'est la rancœur. Si Dani n'avait pas sacrifié sa vie pour celle des enfants, elle serait encore auprès de Jamie. Car non seulement la jardinière a pas eu son happy ending avec la jeune fille au père, mais en plus ces petits bâtards ont tout oublié. Mais sérieux, quelle bande de petits cons. Jamie offre ici une nouvelle preuve d'amour à Dani, et lui rend aussi justice, souvenez-vous. Dani était dégoûtée d'apprendre que Miles et Flora se souvenaient pas d'elle, et c'est bien normal, elle a sacrifié sa vie pour eux. Jamie, en racontant cette histoire, accède donc à l'une de ses dernières volontés, l'une des plus chères, tout en respectant le choix d'Owen et de Henry, laisser les enfants dans le flou. Mais voyons d'un peu plus près les indices laissés par Jamie que devront comprendre Miles et Flora pour découvrir la vérité. Les indices du dénouement. Vous savez, on a tous eu, au moins une fois en cours avec nous, un gamin qui nous disait « Mais non, trop pas, c'est pas pour moi que je demande, hein, comment on arrête de pisser au lit. C'est pour mon cousin Louis. » Bah Jamie nous offre exactement le même indice. Et le pire, c'est qu'elle insiste la con. Bon après, Owen avait déjà bien commencé à foutre le doute avec son discours. À un mariage, il parle de voir mourir la personne qu'on aime. Sérieux, mais qui dit ça à un moment pareil? Et pourtant, ça partait bien. Au début, c'est plaisant et plein d'humour, et quand la narratrice arrive, boum, tout fout le camp. Tout simplement parce que son discours ne s'adresse plus aux mariés. Ça nous est confirmé par deux choses. La caméra, en gros plan sur Jamie, qui ne la lâche pas une seconde, et par le contre-champ sur Owen, qui lui aussi ne quitte pas la femme des yeux. Tout ça, c'est pour elle. Alors, vous me direz qu'à ce moment-là, on sait pas qui elle est réellement. Soit. Enfin non, justement, pas soit. Pas pour les plus observateurs d'entre nous. Mais pour ça, il faut bien connaître les actrices de base. Carla Gugino, Carla Gugino, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, n'a pas en temps normal de grain de beauté au-dessus de son sourcil. Contrairement à Amelia Eve. Bon, je vous l'avoue, c'est pas l'indice le plus évident qu'on va trouver dans la série. Heureusement d'ailleurs. Mais rassurez-vous, il y en a des beaucoup moins tordus. Genre pour Dani. Là, c'est nettement moins discret. Donc on a cette Easter egg dont on a déjà parlé et qui augure de sa fin violente. Et il y a aussi plusieurs moments où la jeune fille au père rencontre Viola et c'est toujours de la faute de Flora. La première fois, elles sont dans la chambre de la jeune fille au père et Dani rentre dans la poupée posée au sol. Et une seconde fois dans l'église où Flora a la brillante idée de faire l'empreinte de la tombe de Viola en utilisant le bleu, hommage à la couleur des yeux de la jeune femme. Charmant, n'est-ce pas? Brave enfant. Mais la jeune fille au père n'est pas la seule à avoir des indices sur son dénouement. Il en va de même pour Anna qui voit des failles un peu partout. Ou encore pour Peter et Rebecca qui ont le droit à la musique Tainted Love lors de leur rencontre. Mais l'indice le plus évident reste quand même ce Perfectly Splendid qu'on doit entendre environ 800 fois lors de la saison 2. Ouais, et c'est bien chiant d'ailleurs. Alors peut-être, mais c'est surtout hyper efficace. La force de cette phrase est ouf. Lorsque ces mots sont prononcés par Rebecca, on se doute qu'il y a anguille sous roche. Tout de suite, ça nous fait directement tilt. D'ailleurs, en parlant d'anguille et de roche... Bly Manor, une histoire d'amour ou de fantôme? Je pourrais répondre rapidement et très simplement en faisant ça. You said it was a ghost story. It isn't. No? It's a love story. Same thing, really. Merci, c'est tout pour moi. C'est bizarre, c'est comme si la série était consciente des critiques qui allaient lui être faites. Mais bon, je suis pas comme ça et en plus je suis quand même un peu là pour ça, donc on va essayer d'y ajouter un peu de fond. En commençant par cette citation de Mike Flanagan. Commencez le pilote avec Jamie endormi sur un fauteuil, que la première chose que vous voyez soit cette vision au-delà de l'épaule de Carla Gugino, pour terminer la saison sur cet exact même plan, mais où se trouverait désormais une main.
C'est l'une des toutes premières choses que nous avons établies. Je suis un peu niais avec ces choses-là. Je dois l'avouer. Mais je crois vraiment que Danny est avec elle. Je crois que c'est à mes yeux le secret des plus grandes histoires d'amour. Même si vous ne pouvez plus voir la personne, même si elle est morte. J'ai dans l'idée que chercher à la retrouver, c'est un peu comme la voir avec soi, même si elle n'est pas vraiment là. Paroles que l'on retrouve très explicitement dans la série et qui prennent vie dans la bouche de Flora. What secret? Dead doesn't mean gone. Bly Manor arbore cette question en approfondissant les liens affectifs entre les personnages. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le panel est large. On a l'amour malsain et destructeur avec Peter et Rebecca, familial avec Henry, Miles et Flora, et même Owen et sa mère. Platonique avec Anna et Owen, et bien évidemment le plus beau de tous, le grand amour avec Jamie et Danny. Et on peut même pas dire que ce soit celui-ci qui soit le plus mis en avant, les autres ont tout autant d'importance. Mais leur relation est centrale et c'est logique parce qu'elle touche notre personnage principal. Mais il serait injuste quand même de pas souligner son traitement qui est incroyable. Franchement, il tombe pas dans les clichés romantiques à la con qui foutent la gerbe, c'est juste beau et pur. Ce qui rend encore plus amer la mort de Danny. L'épouvante laisse place à la profondeur dans cette série, mais la profondeur rend l'horreur épouvantable. Arrête, tu vas me faire chialer. Alors accroche-toi bien à ton slip, parce qu'on n'a pas fini. De la mort à l'oubli. Le thème de l'oubli est omniprésent et prend le visage, dans tous les sens du terme, de Viola qui oublie tout jusqu'à son nom et sa propre existence. Il n'en reste qu'une vague recherche d'un être aimé, et elle entraîne dans sa chute et sa malédiction tous ceux qui ont eu la malchance de mourir à Bly. C'est pour échapper à ça que Peter et Rebecca apprennent aux enfants à sauter de rêve en rêve de leur vivant, afin de prendre possession de leur corps. Le problème est que les enfants... Les enfants ne donnent pas volontairement la place du conducteur. Autre chose? Ce sont juste les pantins des deux grands cons. C'est aussi pour ça que Miles et Flora ne se rappellent plus une fois adultes des événements. Même si leurs corps sont là, ils sont inconscients la plupart du temps. Le but final, c'était de réduire au maximum l'âme des enfants, afin qu'ils ne vivent plus que dans ses souvenirs. Ainsi, les fantômes pourraient prendre complètement possession de leur corps et avoir le droit ainsi de vivre une nouvelle vie. Et ça, on peut le comprendre notamment à ce moment-là. Mrs. Grace, what's happening? What? Mrs. Grace, I'm having the strangest dream. I don't remember that. Ils ne sont libérés de la possession que lorsque Danny fusionne entièrement avec Viola, qui, elle aussi d'ailleurs, sera très certainement amenée à tout oublier. Bly Manor amène aussi la réflexion sur l'oubli de sa propre personne, comme la mère d'Owen par exemple, atteinte d'Alzheimer et qui n'est plus vraiment là depuis un moment, et ce, même avant son décès. Et il arrive la même chose à Danny, qui progressivement perd de sa conscience au profit de celui de Viola. Et c'est ça qui l'effraie au plus haut point, c'est de savoir qu'elle va s'oublier elle-même. Je pense d'ailleurs que c'est la dernière raison qui pousse Jamie à raconter cette histoire. Le devoir de mémoire. En racontant ça, et en incitant surtout les autres à le faire, elle rend Danny immortelle, car elle continuera d'exister, même si ce n'est qu'en légende. D'où vient la peur dans Bly Manor? On vient de passer un bon moment à parler du fond de l'histoire, des questionnements et des réflexions qu'elle peut amener. Du genre, comment vivre en étant sûr de louper aucune occasion tout en ne blessant personne? Une fois que j'ai trouvé mon autre, qu'adviendra-t-il de moi s'il meurt avant? Ou comment ne pas être oublié après ma propre mort? Et ça vous fait pas flipper, vous? Alors, moi non plus, ça me fait pas faire des bonds de 8 mètres sur mon canapé. Mais par contre... Ce genre de pensée peut largement me réveiller la nuit avec un petit filet de sueur sur le front. Et l'angoisse qui en résulte va être vachement plus longue et plus violente qu'un jumpscare. Et encore, tout comme dans Hill House, on a droit à de bons gros moments de franche terreur. Genre ça. I'm not leaving! And you can't make me! Miles! We gotta go! Miles, where are you? Miles Dominic Wingrave! What do you
doing? I thought I said go back to bed. I'm sorry. Eddie! Eddie! Mais c'est vrai que c'est pas le plus grand parti pris de Bly Manor. Non. Il préfère nous laisser avec plein de questions à la limite de la philosophie, bien prise de tête, bien existentielle, dans le crâne. Bon, après, ils sont cool. Ils nous offrent des pistes de réflexion. It's a fact. We're meant to die. It's natural. Beautiful. And it all breaks down and rises back up and breaks down again, and every living thing grows out of every dying thing. We leave more life behind us to take our place. Like this moonflower. To all its beauty lies, you know, in the mortality of the thing. Cool, hein? Ouais. Mais comme je suis pas quelqu'un de cruel, du moins la plupart du temps, je vous offre cette petite citation d'Amelia Heath. Je pense que Danny était là depuis le début. Je pense que Jamie ne savait pas qu'elle était là tout le temps et qu'elle cherchait une sorte de signe pour lui faire savoir qu'elle était là. Et je pense que ce moment est tout simplement magnifique parce que j'imagine que le narrateur ressent sa présence au moment où nous la voyons aussi. Donc, c'est comme si c'était le moment de connexion où elles se rencontrent. The Haunting of Bly Manor s'adapte à un public plus large que celui de Hill House et touchera toute personne qui lui laissera une chance de montrer ce qu'elle offre vraiment. Ce parti pris de la sobriété est d'autant plus courageux qu'on parle d'une série d'horreur. Et ça marche! C'est même assez fou que ça marche autant. Et pourtant, ce qui est sûr, en tous les cas pour moi, c'est que la série The Haunting met à l'amende tous les films et même les séries du genre horrifique. Par sa créativité, son originalité, la puissance de ses histoires et la profondeur de ses émotions. Ah oui, même de toi. Mais ce n'est que mon avis.